Merci Tiffaine pour les éclaircissements. Et en fait, tu m'apprends aussi des choses aujourd'hui. Non, c'est vraiment parce que c'est pas l'important, c'est pas les termes là comme ça qu'on utilise. New journalisme, en fait, l'idée ou l'objectif aujourd'hui, c'est de les mettre en pratique. Donc, c'est pas la terminologie en fait qui est importante, voilà. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. S'il n'y a pas de questions, on va passer tout de suite à l'atelier. Peut-être, si vous avez des questions, c'est le moment idéal pour les poser. Ou bien à la fin, c'est comme vous voulez. Oui, est-ce que vous préférez? Oui, vous pouvez laisser le temps que ça décante. Ok, bon, merci Tiffaine pour la présentation. C'était très, très, très enrichissant. Donc, moi, j'ai des questions beaucoup plus sur certains termes que j'ai pas compris. D'accord. Il y a par exemple le journalisme d'immersion. Je ne sais pas ce que c'est. Okay. Il y a aussi les 5 W. Ah, ça, je l'ai dit, tu ne l'as pas écouté. Ah, ok, donc j'ai pas bien compris. Voilà, écoute, il y a la dame. D'accord, ok. Ok, et ça sert à quoi en fait? Ah, d'accord. Alors, d'accord, ok. Il y a aussi un truc qui s'appelle pyramide inversée. Ouais. Voilà, donc ça c'est la première question. Ok, alors je vais répondre tout de suite comme ça parce qu'après. Ok, ça marche. Donc, journalisme d'immersion, c'est le fait d'être immergé dans une enquête. En fait, quand tu vas faire un reportage, en règle générale, surtout si c'est pour la presse quotidienne, bon, voilà, tu débarques à ta kermesse ou tu débarques, je sais pas, à ton meeting politique. Enfin, tu vas couvrir l'événement que tu as à couvrir, et puis on te dit qu'il faut que ça soit plié en 2 heures. Voilà. Enfin. Tu passes rarement plus de 2 heures sur un reportage, sinon c'est jamais prêt pour le soir. Donc en fait, le journalisme d'immersion, c'est quelque chose de complètement opposé à ça. C'est prendre le temps de s'immerger dans le sujet que tu vas traiter. C'est prendre le temps, comme le disait un des auteurs, j'ai plus le nom de celui qui le disait, David Samuels, je crois, qui expliquait, voilà, faut aller écouter les voisins, faut aller parler avec les gens, faut aller partager un repas avec eux, et ça c'est pas quelque chose qui se fait en 2 heures ou même en une semaine. Quand tu veux produire une enquête qui fait des pages et des pages, en fait, tu as besoin d'un temps d'observation et d'immersion pour maîtriser et intérioriser le sujet. Donc ça, c'est pour le journalisme immersif. Pour les 5 W, donc c'est ce que la dame te disait. Donc en fait, c'est 5 W en anglais, en français, c'est 4 Q plus un P. Donc c'est moins pratique à dire. Mais en fait, ce sont les questions de base auxquelles un article doit répondre. Pour cerner un sujet, on doit répondre qui fait l'action, qu'est-ce qui se passe, où ça se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe. Et puis si le journal te laisse de la place, tu peux aussi rajouter comment on en est arrivé là, ou enfin rajouter des petits éléments de contexte. Mais voilà, et c'est directement lié à la pyramide inversée, qui est de dire on répond à minima à ces 5 questions parce que au moins l'information est passée avec l'information principale est passée avec la réponse à ces 5 questions. Et après, si tu veux rajouter du contexte, du décor, des petites fioritures, ça c'est dans un second temps si tu as la place, si c'est le format adopté pour la publication avec laquelle tu travailles. Alors oui, alors c'était la première question, mais la dame avait une question aussi. Alors je crois que ce que vous venez d'expliquer, c'est à peu près le travail d'un détective privé, c'est vivre dans la situation. C'est ça, c'est à peu près. Il y a de ça. Oui. C'est vivre dans la situation, c'est en fait, c'est demander aux entourages. Oui, c'est une enquête, c'est un travail d'enquête en fait. Exactement, oui. C'est essayer de voir un peu plus sur la situation que écrire comme ça sur un sujet. C'est ça. C'est un travail moins superficiel, effectivement, c'est un vrai travail d'enquête. Et même des fois a posteriori, quand on reconstitue des événements qui sont déroulés, c'est il y en a là. C'est un vrai travail d'enquêteur. Mais en fait, du coup, je ne sais pas si c'était très clair dans ma présentation, mais c'est à la fois le travail d'enquête, mais ça, c'est assez
comment dire, c'est assez classique pour un journaliste d'investigation. Ça ne veut pas dire que la façon dont il va retranscrire son enquête soit de la narration. En fait, on peut faire un reportage d'investigation pendant des semaines, des mois, et le retranscrire juste relater en fait, relater les faits qu'on a rencontrés au cours de cette enquête. Le journalisme narratif, lui, il va vraiment plus loin. Il va vraiment mélanger c'est au niveau de la restitution en fait des faits que ça intervient, la question de la narration. Comment ? Et alors ça, oui, mais ça, tout journaliste est censé écrire de la réalité, sinon il n'est pas dans son travail. Oui, voilà, mais le journaliste narratif, lui, en fait, il a ce travail d'enquête, donc où il va chercher des faits, il va chercher à comprendre la réalité. Son objectif, c'est vraiment d'en témoigner, mais la façon dont il va présenter ces faits et cette réalité, eh bien, ça ressemble à un roman. Ça, voilà. Sauf que il doit pas inventer, évidemment, ce qu'il raconte. Ça doit s'appuyer sur son travail d'enquête. Mais le journalisme narratif, c'est vraiment ça, c'est avoir un travail d'enquête précis, raconter la réalité, mais avec une forme romanesque. En fait, une forme comme si on racontait une histoire. Il y a une autre question, je crois. Ah, oui. Désolé, sur la narration et cette forme romanesque, tu viens de décrire. Du coup, comment on fait pour s'assurer que ce qui est relaté, le fond est vrai, puisqu'il tire, mais que ça ne soit pas transformé. Quand je raconte quelque chose et que je mets plein d'éléments autour, la personne qui va le lire ne va pas forcément percevoir la chose de la même manière que si c'est un rapport de police. Et du coup, dans ça en vient directement à la question de l'objectivité de la narration. Oui. Voilà. Mais en fait, est-ce que les journalistes narratifs s'appliquent une objectivité dans leur narration, où ils vont transformer la réalité en disant il avait le sourire au visage, ou il prenait... en fait, si le mec dont il parle avait le sourire au visage, la réalité n'est pas transformée, c'est juste qu'il le décrit. Mais en fait, oui. Mais en fait, en fait, après, je pense que c'est une question d'honnêteté professionnelle et avec soi-même. Enfin, bon, ce qui est clair, c'est que la question de l'objectivité dans le journalisme, c'est une invention assez récente. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est érigé comme un objectif ultime, mais l'objectivité dans le récit journalistique ça n'a pas toujours été le Graal. Mais il est clair que ces journalistes narratifs ont fait le deuil de l'objectivité. Mais, on fait le deuil. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait le deuil de l'objectivité dans le sens où ils sont quand même censés relater les faits tels qu'ils sont advenus. C'est pas parce qu'ils disent je ou qu'ils vont mettre de la description qu'ils doivent abandonner leur mission déontologique qui est de rapporter la réalité. Mais c'est sûr que quand tu vis de l'intérieur quelque chose, que tu côtoies les acteurs, oui, tu appliques un filtre. Mais en fait, de la même manière que quand tu ne le vis pas, quand tu es derrière ton ordinateur, que tu lis 3 dépêches AFP sur le même sujet et que tu dois écrire un article sur le sujet comme si tu le maîtrisais, tu peux te cacher derrière des on, des nous, ne pas utiliser le je, ne pas mettre de description, mais tu le passes forcément avec ton filtre. Enfin, je veux dire, dans le choix des mots, notre filtre en tant que... Enfin bon, moi je pense pas qu'on puisse être complètement objectif, mais notre filtre en tant qu'être humain, en fait, il s'exprime forcément à un moment donné. Mais après, bon, voilà, c'est une question. T'as des gens malhonnêtes et qui vont trafiquer la réalité, et des gens honnêtes qui vont essayer d'y coller. Je pense en fait, je pense que déjà un journaliste qui se lance dans ce genre de travail d'investigation, qui n'est pas très rentable, qui lui prend énormément de temps de sa vie, qui l'empêche pendant un certain temps d'avoir une vie de famille normale,
une vie sociale normale, je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait en plus à raconter des bobards en fait et à transformer la réalité. Après, comment les gens le perçoivent en tant que lecteur, ça c'est la même question que quand on regarde un tableau. Qu'est-ce que le peintre a voulu dire et qu'est-ce que moi en tant qu'observateur j'en déduis. Mais en fait, la question de l'objectivité, elle se pose à mon avis pas plus. Alors, c'est vrai que c'est un journalisme où on parle beaucoup de la question de l'empathie. En fait, forcément, quand on côtoie des gens pendant des mois, on va avoir tendance à avoir une forme d'empathie. Par exemple, il y a un exemple, enfin il y a dans les années 80, je crois, un journaliste renommé du New Journalism qui a été invité par une personne qui était accusée du meurtre de sa femme et de ses enfants, je crois, qui a été reconnu dans un premier temps comme innocent à l'issue de l'enquête. Non, attendez, parce que je l'ai lu en même temps que d'autres trucs. Donc, non, il était accusé du meurtre de sa femme et de ses enfants. Il est passé en procès devant un jury, donc aux États-Unis. Il a invité ce journaliste à assister au procès de l'intérieur, du côté de l'équipe de la défense, donc de l'équipe occupée à prouver son innocence. Et donc, ce journaliste a passé tout le temps du procès à côté de ce gars, à l'entendre dire je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent, à développer un lien d'amitié dans une certaine mesure. Ensuite, finalement, la personne a été reconnue coupable, a été emprisonnée. La personne a continué à écrire des lettres aux journalistes et correspondance qui a été utilisée pour rédiger le livre au final. Et en fait, le journaliste n'a pas été convaincu par l'innocence de la personne qui était devenue son amie, qu'il avait observée pendant des années. Et donc dans son livre, eh bien, il l'a dit comme ça. Dans son livre, il n'était pas du tout du côté de la défense, il était du côté de ce qu'a dit le jury, de ses convictions à lui, même si elles sont finalement pas très importantes quand on est journaliste, mais en tout cas, il a décrit le processus, il a décrit le procès. Il n'a pas... Et donc la personne, enfin l'accusé, lui a fait un procès derrière. Bon, voilà, parce qu'il a été vraiment, en fait, pour lui, au-delà de je le crois ou je le crois pas innocent, c'est qu'il s'est senti trahi par son ami, en fait, par son meilleur ami. Mais donc voilà, là c'est une histoire, enfin c'est un exemple pour moi qui représente bien ça, c'est que il a eu énormément d'empathie, il a fait de cette personne son ami. Pour autant, à un moment donné, il a compartimenté, il a dit ça c'est ma vie personnelle et ça c'est mon travail de journaliste. Et du coup, je pense que c'est une gymnastique qui est à faire quand on est dans ce genre d'enquête. Je ne sais pas si je réponds. Excuse-moi. Alors, déjà, je vous remercie pour cette présentation, je trouve intéressante. Moi, je suis très intéressée par le cinéma documentaire. Et quand vous parlez de journalisme immersif, je vois un peu le travail de ce documentariste qui va aussi s'immerger dans cet univers, qui va filmer par la suite. En fait, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que vous pensez que ce travail de documentariste et celui de journaliste se croisent quelque part, où il y a de grosses différences, où vous pensez que chacun a une méthode précise pour pouvoir investiguer, ou bien ça reste très vague et que l'un et l'autre font la même chose et que c'est dans l'exécution que c'est différent? Alors, bon, je pense qu'il y a autant de manières de procéder que d'individus, donc ma réponse ne peut être qu'un élément de réponse, et en plus c'est ce que j'en perçois moi. Alors moi, pendant mes études, je me suis spécialisée dans le reportage télé, parce qu'à la base, je voulais faire du documentaire. Ce sont deux exercices un peu différents. Alors, quand on arrive sur du long format en reportage télé, ça peut s'en rapprocher. Mais en fait, je pense que la principale différence entre le travail du journaliste qui va faire un reportage et le documentariste, c'est la scénarisation. Parce que et je pense que c'est vrai à l'image aussi,
Par exemple, si tu prends un format court de journal télévisé, de reportage de journal télévisé, il n'y a pas de scénarisation, il n'y a pas de mise en intrigue, il n'y a pas tellement de récits en fait. On énonce des faits, sauf qu'on les met en images. Alors que, si je ne m'abuse, dans le documentaire, il y a quand même un gros travail de préparation, même si à des moments on peut être amené à filmer des choses sur le vif, selon les sujets, surtout dans des sujets de société, enfin, je sais pas, par exemple les luttes militantes ou des choses comme ça, on peut être amené à filmer des choses sur le vif. Mais je pense que dans le documentaire, il y a quand même un travail de scénarisation un peu plus important. Et en fait, c'est toujours sur cette question de supposée objectivité. Quand on fait du reportage, même télé, on nous apprend, en tout cas, je ne sais pas si ce qui s'applique à chaque fois, mais on nous apprend qu'on doit avoir cette objectivité, alors que de la part d'un documentariste, on tolère, et c'est même demandé, un regard sur les choses. Quand on voit un documentaire d'auteur, on s'attend à voir le regard de cet auteur. On s'attend pas à ce qu'il nous balaye les choses de manière objective et neutre et juste à un état des lieux du truc. On sait qu'il va y avoir un parti pris. Et ce parti pris est moins toléré dans le reportage et ça se ressent dans l'écriture. Même si, ce que je te dis, sur le long format, si on va sur du 26 ou du 52 minutes, certains formats qui sont aussi diffusés rentrent dans la catégorie reportage, on va forcément aller vers quelque chose de plus écrit, mais on n'est pas censé avoir ce point de vue, en fait. Je pense que c'est là que ça change. On peut écrire, on peut raconter, mais dans un reportage journalistique, on n'est pas censé avoir le point de vue de l'auteur du reportage. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Bon. Merci. De rien. En fait, j'ai une question en... Attends, Je peux y aller, là ? Oui, vas-y, Ok. excuse-moi. En fait, j'ai une question en deux parties. J'ai pas compris, en fait, j'ai pas bien saisi l'objectif derrière de ce no journalisme ou journalisme de narration et tout ça. Pourquoi ils ont décidé de changer un peu les règles du bon vieux journalisme? Je sais pas, j'ai pas très bien saisi cette partie. Tu as raison, en fait, j'ai oublié de le dire, c'est normal. Ok, d'accord, voilà. Donc j'ai pas raté ça au moins. Deuxièmement, c'est en fait, est-ce que vous, en tant que journaliste, vous n'êtes pas inquiet du fait que on commence à brouiller un peu la frontière entre ce qui est, enfin, la fiction ou bien la façon de raconter les faits et tout ça. Et moi, en tant que lecteur, en fait, je pose cette question parce que moi, en tant que lecteur, je suis un peu inquiet quand je ne sais pas que ce que je suis en train de lire, c'est vraiment voilà. Est-ce que c'est des faits? Moi, ce que je veux, c'est voilà, des faits, que des faits. Idéalement, avec des notes de bas de page à la fin et tout ça. En fait, pour moi, idéalement, un article journalistique, ça ressemblerait plus à des équations mathématiques. Tu vois, c'est vraiment des faits que des faits, par exemple. Donc moi, quand je vois que, voilà, déjà ça commence à s'enrober, à y avoir des métaphores, des je sais pas quoi, moi je décroche. Je sais pas si je peux le faire confiance ou pas. Okay. Juste pour donner un exemple, parce qu'il s'est passé quelque chose en France, je sais pas c'était quand, il y avait un journaliste, enfin je sais pas si c'est journaliste ou pas, c'est BHL, il avait publié un article qui s'appelle, un livre qui s'appelle Qui a tué Daniel Pearl ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et dans ce livre, il présentait le livre comme, je cite, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il présentait l'article comme de la fiction journalistique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté. Et quand tu lis le livre, tu te dis, bon, ça ne s'est pas passé. Et ben, de son côté, on nous dit, non, mais en fait, c'est de la fiction journalistique. Donc, tu ne sais pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est de la fiction? Donc, ça va, j'ai pas de problème. Ou bien, c'est vraiment des faits. Dans ce cas, je dois le prendre au sérieux. Donc, c'est ça la question.
Alors, donc effectivement, merci d'avoir fait remarquer, enfin de m'avoir fait penser que j'avais un petit peu oublié l'objectif. Donc oui, le journalisme narratif, il a émergé, ça je l'ai dit, parce que les journalistes, les reporters qui l'ont créé ne voulaient pas se limiter aux standards de la presse en vigueur à ce moment-là. Et aussi plus en profondeur parce que en fait on dit que la presse est en crise aujourd'hui, mais je pense que la presse est toujours en crise. Donc du coup c'était aussi pour captiver davantage le lecteur. Leur point de vue c'était de dire, si je raconte une histoire au lecteur, en fait l'inverse de ce que de ton ressenti à toi, si je raconte une histoire au lecteur, celui-ci accrochera davantage que si je le noie dans une myriade de chiffres à n'en plus finir ou une myriade de faits sans âme. En fait, l'idée, c'est de permettre au lecteur, mais comme dans toute histoire, de s'identifier au héros, de s'identifier à ses aventures. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont développé un journalisme qui reprend les codes de restitution, et je dis bien les codes de restitution, de la fiction. Mais le fond n'est pas de la fiction, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'était vraiment l'idée, c'était de proposer un autre journalisme et de capter différemment le lecteur. Pour la deuxième partie de la question, oui, c'est vrai que c'est légitime, comme c'est paradoxal de penser que les journalistes pensent qui peuvent rétablir le lien de confiance en brouillant les pistes. Je te l'accorde. Mais personnellement, en tant que lectrice, je pense qu'on a des démarches différentes. Enfin, je veux dire, bon, on se connaît, hein, donc je sais qu'il a une démarche très scientifique dans sa façon de lire. Mais moi, non. Moi, j'aime qu'on me raconte des histoires. En fait, pour moi, la vie est une histoire. C'est un truc. Quand je raconte, je vais à la boulangerie, je reviens, je raconte une histoire. Je suis allée en face de ma maison. Et je pense que, en tant que lectrice, c'est du coup ce que j'aime aussi, qu'on me raconte des histoires. Donc, oui, il y a des lecteurs qui accrocheront, d'autres non. Alors, je n'ai pas la vision globale de la profession sur le sujet. Est-ce que ça les inquiète ou non? Personnellement, ça m'inquiète pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que un journaliste qui fait la démarche d'aller dans ce type d'écriture, dans ce type d'enquête, il a pas intérêt, enfin, je veux dire, ni d'intérêt propre, ni d'intérêt pour la profession à mentir. BHL n'est pas journaliste. BHL est un électron libre, tout ce que tu veux. Honnêtement, je n'ai jamais lu ses enquêtes, voilà. Mais ce n'est pas un journaliste, et donc peut-être qu'en tant qu'auteur et en tant que penseur intellectuel, il se réserve le droit de romancer la réalité dans une proportion qu'il juge acceptable. Oui, forcément, si tu veux. À un moment donné, même en tant que journaliste, quand tu fais une enquête et que tu restitues des faits qui se sont passés avant, par exemple, que tu fais une reconstitution en quelque sorte, il y aura forcément des blancs que tu vas être obligé de combler. Mais théoriquement, tu les combles en fonction de ce que tes interlocuteurs et tes différentes sources et les documents que tu as lus sur le sujet t'ont dit. Tu dis pas... ouais, alors bon, là il y a un blanc, je vais rajouter un petit machin parce que je trouve que ça ferait bien tourner comme ça. Oui, il y a le style, mais le style ne doit pas effacer la quête première qui est restituer les faits tels qu'ils sont. Après, la question de comment on perçoit les faits, c'est encore autre chose, mais je pense pas que ça inquiète la profession parce que c'est vraiment un format le journalisme long et tout ça, c'est vraiment un format qui repénètre les rédactions même plus traditionnelles. On recrée un peu des rubriques, on redonne de l'espace aux journalistes pour écrire des reportages plus longs et on leur donne un tout petit peu plus de temps que c'était le cas ces derniers temps. Donc je ne pense pas que ça soit un format, une façon de pratiquer qui effraie la profession. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle ressent un peu ça comme la lumière au bout du tunnel, parmi d'autres modèles, mais que ça fait partie de la solution. Voilà. Oui. Ouais, comme ça. Oui, bon, d'accord. Et puis après, peut-être qu'après cette question, on pourra... Myriam, du coup, on a le temps de le faire, l'atelier d'écrit. Que ça sera la dernière question, peut-être.
Je veux premièrement faire appel à Tom Wolfe, que vous avez d'ailleurs évoqué, qui disait, ou bien qui définit le journalisme narratif comme étant une forme de journalisme qui se lit comme une histoire, comme un roman plutôt. Je vois que le lecteur est interpellé, mais également l'auteur, à savoir le journaliste. Ma question est la suivante. Est-ce que tous les journalistes sont doués pour opter pour ce modèle-là? Car je vois que ça demande une acquisition de ressources en matière de fiction, notamment romanesque, de notions et d'acquisition en matière de littérature. Donc pour réussir ce projet-là, ou bien ce new journalisme, ce mouvement-là, il faut un effort de la part des journalistes. Je vois que j'ai répondu à ma question, mais je vois que ça demande un effort de la part des journalistes aussi. Et merci. Oui, c'est pas inné. Comme je vous le disais, c'est pas quelque chose qui est vraiment enseigné dans les formations de journalisme. Peut-être que ça évoluera. Moi, ça fait 10 ans que j'ai fini l'école. 10 ans que j'ai fini l'école, donc 12 ans. Donc, il y a certainement des choses qui ont changé déjà. Mais a priori, c'est pas très enseigné. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le genre fictionnel, effectivement. Tout le monde n'aime pas ça. J'imagine que Mohamed, s'il était journaliste, peut-être qu'il préférerait aussi écrire des choses avec une démarche plus cartésienne. Voilà. Après, oui, ça demande d'acquérir un certain nombre d'outils. En fait, les modes d'écriture, c'est une boîte à outils. On peut piocher dedans selon comment on est à l'aise. Mais oui, tu avais répondu bien à tes questions. Il y a une toute dernière question quand même, et on passe à l'atelier. Oui. Alors en fait, c'est pas vraiment une question, mais une remarque. Ouais. À partir de ma petite expérience en journalisme narratif, je pense qu'il y a un très grand problème en ce qui concerne les personnages. Il faut vraiment trouver un personnage précis pour qu'il soit le centre de l'histoire. Et je pense que c'est difficile de trouver le personnage qu'on veut ou le personnage qui peut amener l'histoire à quelque chose d'intéressant. Voilà. C'est une super transition. Ce monsieur-là, dans la petite vignette en haut à gauche, c'est John Franklin. C'était justement un journaliste américain alors lui, je sais plus, c'était New Journal, enfin bref, il était de ce courant-là. Dans une interview que j'ai lue de lui, il expliquait justement sur cette question des personnages que, en fait, souvent, on part avec l'idée que un tel va être notre personnage central. Et en fait, quand on déroule la pelote, on se rend compte que c'est pas du tout lui, et que c'est son cousin ou je sais pas. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un modèle qui demande du temps. C'est qu'en fait, on part, comme je vous le disais, avec un certain nombre d'a priori, et au fur et à mesure, avec un certain nombre d'hypothèses plutôt, et au fur et à mesure, on va les déconstruire, et pour aboutir à ce qui va être la substance du récit. Et effectivement, parfois, on part en pensant que ça va être lui le personnage, et en fait non, que l'histoire, ça va être ça, mais en fait non, ça va être quelque chose qui nous semblait totalement périphérique à la base. Donc, pourquoi je vous parle de John Franklin, c'est parce que, avant de commencer le petit atelier d'écriture, 5 conseils que lui donne pour faire de la bonne narration, c'est d'abord chercher l'histoire. Et ensuite, identifier le personnage central, justement, parce que pour lui, sans personnage, pas d'histoire. Baser son récit sur le vécu, c'est son 3e conseil. Écrire d'abord la fin, mais ça, c'est quelque chose, je crois, qui est largement partagé par les auteurs. Pour lui, en fait, s'il y a beaucoup de projets d'écriture qui échouent, c'est parce qu'on s'évertue à commencer par le début, alors qu'il faudrait commencer par la fin et faire le chemin en sens inverse. Et le dernier conseil, respecter la structure en 5 parties. Donc, la situation initiale du héros, son problème, qui est la première partie, donc le fameux nœud du récit. Le premier axe de développement, l'échec. Donc, il essaye de résoudre son problème, il échoue. La 3e étape, il essaye toujours de le résoudre, mais il est un peu perdu, il sait pas trop quoi faire, il rame, tout ça, bref, il est confus. 4e axe, révélation, il voit quelque chose qui l'inspire, et là, il va pouvoir commencer à toucher du doigt la solution, et généralement, c'est à ce stade que le lecteur comprend avec lui comment il va résoudre son problème. Et 5e étape et dernière étape, la résolution du problème. Donc voilà, donc là maintenant on va pouvoir enfin passer à l'écriture.
Merci. Merci beaucoup. Donc, on va partir sur un événement que tout le monde a vécu récemment. Ça n'est pas très original, mais nous avons tous, ça a le mérite que nous ayons tous été immergés dans cette situation, le confinement. L'idée aujourd'hui, modestement, ça va être d'expérimenter comment, en prenant la même base factuelle, on peut raconter différentes histoires. Donc, les faits, le Maroc enregistre son premier cas positif à la Covid-19 le 2 mars. Le 20 du même mois, à 18h tapantes, l'état d'urgence sanitaire est déclaré, tout comme le confinement de la population. Quelques jours avant, le Maroc avait déjà restreint les liaisons aériennes et maritimes avec la France et l'Espagne. Donc, l'idée, c'est de s'approprier, pour vous, c'est de vous approprier cet énoncé très factuel. C'est des choses que tout le monde a lues ou tout le monde a entendues à la télé, à la radio. Donc, la pandémie, on y a tous été immergés, le confinement aussi. L'idée, c'est de faire votre récit du moment où le confinement a été prononcé. Alors, vous pouvez raconter ça de votre point de vue, mais si votre point de vue ne vous convient pas, mais que vous avez par exemple un membre de votre famille qui a réagi d'une façon un peu remarquable et qui peut devenir votre personnage principal, vous pouvez utiliser ce point de vue-là, vous mettre dans la peau d'eux ou même raconter son histoire. En fait, peu importe. L'important, c'est d'écrire un paragraphe à la façon de la fiction, mais sur des faits réels. Donc, ce qui serait bien, c'est d'essayer d'introduire une petite description ou un portrait, d'inclure peut-être un mini-dialogue, qui sont des outils du journalisme narratif par excellence. Et puis, s'il y en a qui sont très, très audacieux et très, très inspirés, ils peuvent essayer de respecter la structure en 5 parties, mais en 20 minutes sur un paragraphe, ça sera peut-être un peu compliqué. Donc voilà, je vous laisse écrire. Et puis, si vous avez des questions, parce que l'énoncé n'est pas assez clair, je peux réexpliquer. Et puis sinon, on se retrouve pour lire les textes pour ceux qui le souhaitent. C'est un exercice difficile. Alors, j'espère que c'est En fait, l'exercice de l'écriture en général, c'est difficile. Et combien la durée justement de... Il nous reste à peu près une demi-heure. Ah ok, on peut se dire 20 minutes, 20-25 minutes, et puis après pour ceux qui veulent, on lira un ou deux textes s'il y en a qui le souhaitent. Ça vous va comme ça, ça te paraît bien, Myriam, ou pas? Oui, oui, c'est correct, je crois. Eh bien, allez, c'est parti. Sinon, si on a besoin de un peu de temps, de plus de temps... On peut prendre un peu de rab? Oui. Bon, voilà, allez. L'idée, c'est que la base des faits, c'est le confinement. Le confinement est prononcé, donc là, j'ai fait un rappel des faits, des dates, des choses très, très factuelles. L'idée, c'est que tu racontes comment toi ou quelqu'un de ton entourage, si ton point de vue ne te semble pas pertinent, comment tu as vécu ces faits-là, que tu le mettes en récit. Tu vois, moi, je te l'ai mis en faits, je t'ai énoncé une liste de faits, le confinement a été prononcé à telle date, à telle heure, il s'est passé ça. L'idée, c'est que toi, tu t'appropries ces faits et que tu en tires un petit récit. Voilà. Oui. Oui, alors ils sont pas très compliqués, mais oui, je peux. Ah oui, voilà. Oui, ça serait bien d'inclure les faits quand même, effectivement, dans votre histoire. C'est pas juste une introspection, c'est vous raconter une histoire qui met en scène les faits. Le Maroc enregistre son premier cas positif à la Covid-19 le 2 mars. J'ai fait des recherches pour être sûre de ce que je disais. Le 20 mars, à 18h, l'état d'urgence sanitaire est déclaré, tout comme le confinement de la population. Quelques jours avant, le Royaume avait déjà restreint les liaisons aériennes et maritimes avec la France et l'Espagne. Voilà. Donc, j'ai pas raconté tous les faits du confinement, oui, c'est très évolutif. Mais voilà, vous êtes au moment où ce confinement est prononcé. Comment vous racontez la façon dont vous avez vécu ou quelqu'un de votre entourage a vécu ces faits-là, ce moment factuel-là? Voilà, bonne chance. C'est pas un concours, hein. Je crois que les 20 minutes, ils se sont écoulés.
et qu'on va arrêter l'atelier d'écriture pour faire une petite restitution pour les gens qui souhaiteront bien lire leur texte. Oui, Sophie. Alors moi, du coup, j'ai préféré choisir le récit d'une autre personne plutôt que le mien. Voilà. Si Cléo, mon amie chercheuse, s'était rendue au Maroc début mars dans le cadre de sa thèse de doctorat, rien n'aurait pu lui laisser penser qu'elle serait amenée à vivre la situation surréaliste qui se présente à elle quelques semaines plus tard. Bien sûr, elle avait entendu le 2 mars qu'un premier cas d'individu infecté par le Covid-19 avait été recensé au Maroc, mais qui aurait pu prédire la suite des événements ? Son terrain exploratoire dans le cadre de sa recherche s'avérait déjà plus compliqué que prévu. Puisqu'elle venait d'Europe, les personnes avec lesquelles des entretiens étaient prévus ont toutes successivement préféré annuler de peur qu'elle les contamine. Ces circonstances peu propices à son travail ont atteint leur paroxysme à l'annonce brutale de la fermeture des couloirs aériens entre la France et le Maroc. Elle apprenait comme tout le monde la nouvelle un vendredi et que cette fermeture serait effective le jeudi suivant. Se présentait à elle le problème suivant. Le confinement étant déjà en place en Italie et semblait être sur le point de l'être en France, il paraissait peu probable que le Maroc n'échappe à cette situation inédite. Dès lors, choisirait-elle de rester confinée au Maroc ou rentrerait-elle à Bordeaux ? En l'absence totale de prévisibilité quant à la durée de ce confinement à venir, elle choisit de rentrer en France. Commençait désormais pour elle le périple de trouver un vol pour rentrer chez elle, dans un contexte où l'ambassade et les compagnies aériennes restaient injoignables car saturées de demandes. Après plusieurs jours d'incertitude, elle réussit finalement à trouver un vol pour le jeudi, à savoir le dernier jour possible pour voyager entre les deux pays. Une fois en France, elle fut rassurée de l'issue de la situation, car son intuition s'avéra finalement juste. Le 20 mars, l'état d'urgence fut mis en place, de même qu'un confinement qui devait durer plusieurs mois. « 2020, une année marquée par un événement sans précédent, une crise sanitaire à caractère mondial qui a connu le jour premièrement en Chine, à la ville de Wuhan, puis s'est propagée dans le monde entier. Au Maroc, le premier cas positif étant enregistré le 8 mars, et dès lors, les Marocains ont commencé à se préoccuper. Le 20 mars 2020 date de l'annonce d'un état d'urgence sanitaire et d'un confinement afin d'éviter une propagation massive du virus. La Terre a pris une pause avec force. Les gens ont rentré chez eux. Les magasins sont fermés, les grands centres commerciaux, les écoles, etc. Le confinement était... etc. Les médias, les gens, les membres de ma famille, tout parlait du coronavirus. Le confinement était une expérience bénéfique pour moi. C'est vrai que j'étais inquiète au début, que j'ai senti un sentiment de peur et de préoccupation pour le sort de cette pandémie. Mais après, je me suis retrouvée dans un stade de paix intérieure. Quand j'étais confinée, on ne peut plus rencontrer nos amis, nos professeurs, nos proches. Maintenant, on est à la rencontre de nous-mêmes. Quand j'étais confinée, j'ai eu le temps de penser les choses que j'évite, les pensées auxquelles j'échappe. J'ai pu repenser ma vie et savoir mes priorités. La morale que j'ai tirée de cette expérience est la suivante. On peut renaître grâce à cette expérience et être ouvert vers la vie et vers le plaisir de vivre. On ne se rend pas compte de l'importance de plusieurs choses dans notre vie jusqu'au moment où on se prive d'elles. Merci. Là, on est plus dans un peu plus dans le style journal. Oui. J'oublierai jamais ce jour-là. J'étais assise dans ma voiture, devant un centre, en attendant que ma fille termine ses cours. C'était 20h du soir.
Je voulais seulement passer un peu de temps en consultant l'actualité du jour. C'était le 20 mars. Toutes les presses marocaines n'ont qu'un seul sujet, c'est que le Maroc a décidé le confinement. J'étais terrifiée au fait de penser que moi et ma famille, on doit rester à la maison, ne pas sortir ou rencontrer d'autres personnes, que mes enfants n'iront pas à l'école, que mon mari restera à la maison et qu'il ne pourra pas aller au travail. C'était un vrai choc pour moi. Je pensais à notre santé. Est-ce que le confinement est suffisant pour me protéger, moi et ma famille, de ce virus nommé Covid-19? Est-ce qu'on nous cache quelque chose? J'ai fini par croire que c'est la fin du monde. Quand j'ai retourné à la maison, j'ai pas cessé de prier et de pleurer. Je disais à mon mari qu'on va tous mourir. Je passais tout le temps devant la télé ou sur mon portable pour connaître, suivre l'actualité. J'ai vécu les plus durs jours de toute ma vie. Alors, juste, je vous dis le dénouement, je vais faire les courses parce que je vais faire un stock de courses, c'est le dénouement, mais j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, donc j'ai fait que le début. Va falloir faire les stocks de riz, les gars. Nous sommes le 2 mars et le monde prend conscience qu'une pandémie mondiale se déclare. Un à un, les pays où les personnes ne peuvent plus aller et venir librement tombent. J'arrive au travail, toujours de bonne humeur et prêt à lancer des blagues à mes collègues. Et je lance cette phrase sur le mode « Je vous fais peur pour de rire, mais attention quand même ». Ce matin, le premier cas de Covid-19 a été officiellement reconnu par le Maroc. Au début, on était loin de penser que ça allait nous arriver. « T'as vu en Chine ?» me dit un collègue, Mohamed. « Eux, ils s'embêtent pas. Ils ont confiné 80 millions de personnes, d'un coup, pas le droit de sortir, de se déplacer. Ils savent faire, les gars. » Je lui réponds, non, mais on fera pas ça. Je suis même pas sûr que ça soit efficace. En lui répondant d'un air distant et moins concerné, car j'ai un rendez-vous téléphonique avec le principal client client de l'agence qui est en France. Cette blague, acheter du riz, est pourtant devenue de plus en plus d'actualité au fur et à mesure que la liste des PNA, pays non atteints, s'amenuise. Comme un running gag avec mes collègues, on prévoyait le nombre de kilos de riz à mettre de côté. On avait tout de même atteint une palette. Mon principal client m'avait redonné rendez-vous le 16 mars pour un entretien via WhatsApp. Le 16 mars, 9h du matin, j'essaye de l'appeler, pas de réponse. 2 heures après, un message me parvient m'indiquant que le rendez-vous est décalé. Et j'ai pas eu le temps de... Au début, je pensais que ça allait durer une semaine, puis 15 jours, puis un mois. Et maintenant, on est au moins 7 mois. Je me souviens, la première semaine, j'étais très motivée, prête à changer temporairement et complètement de mode de vie. Je suis une personne qui n'aime pas la routine. J'apprécie le changement et de ce fait, le confinement me convenait. Après, j'ai réalisé que la situation était plus grave. Une inquiétude s'installait, je n'ai pas pu me contrôler. Mes nuits ont commencé à être longues, la pénombre étant propice à la réflexion, au silence, à la peur aussi. Que faire? Aristote disait, entre la peur et l'audace, le courage et le juste milieu. Le 2 mars à 8h, j'ai parti à l'école comme d'habitude. J'avais une séance de sciences de vie et de la Terre
j'avais toujours le sentiment que cette matière porte les malchances. D'abord, j'arrivais en retard, le surveillant général me réprime. Je demande excuse de mon prof et je s'assois près de la fenêtre. Une souffle de vent glacé filtre qui me casse la tête et coule les larmes. Le téléphone de mon autre prof commence à sonner. Elle reçoit une notification qui annonce le premier cas positif de Covid-19 au Maroc. Toute la classe a été terrifiée. 20 jours après, le Maroc a déclaré l'état d'urgence. L'étude présentielle a été annulée. J'étais au 7e ciel à cause de cette nouvelle. Mais même cette pandémie avait des néfastes conséquences sur l'économie, le tourisme, bien la santé générale. Mais pour moi, j'ai bénéficié de ne pas assister au cours de E7. Pendant le mois de décembre, j'ai lu un essai dans lequel il nous déclare que la Chine est contaminée par un virus corona. J'ai pas pris cet essai au sérieux, car je sais qu'il y a une longue distance entre nous et la Chine. Soudainement, le Maroc déclare la première personne a été contaminée par ce virus. J'étais tellement choquée, et brusquement, tout le royaume est confiné. Nous sommes tous entrés chez nous. On disait que ça va durer 15 jours à 1 mois le maximum. Mais la surprise que nous étions confinés 4 mois. Le monde est s'arrêté pour un instant. Pendant tous ces 4 mois, j'ai resté chez moi. Je n'ai pas sorti. Oui, c'était dur, mais nous avons aussi aucun choix. Nous avons vécu beaucoup de choses incroyables avec ce horrible virus qui a complètement chamboulé notre vie. Merci pour les histoires émouvantes. C'est une belle restitution de à peu près, je ne sais pas combien d'histoires, mais c'était enrichissant, en tout cas, n'est-ce pas? Tu es contente? Oui, déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'autant de gens acceptent de lire leur production, donc bravo et merci. Et donc voilà. Après, en quelques minutes comme ça, on n'a pas le temps de travailler énormément, ni de retravailler les textes, ni de peaufiner, mais c'est pour vous donner une idée, voilà, de comment un même événement peut se décliner selon le point de vue d'où on se place, soi, les autres. Voilà, ça peut produire 100 récits différents avec 100 personnes différentes. Donc voilà, c'était intéressant et très chouette de découvrir vos petits bouts de récits. Et donc merci de vous être prêtés au jeu. Merci. Je tiens à remercier encore Tiffaine Rupert pour cette présentation très riche, ainsi que le public, bien sûr, vous, pour votre réactivité. Pardon ? Pour votre réactivité, votre présence, malgré les circonstances difficiles, les restrictions faites. Et c'est surtout que maintenant, c'est sur inscription, et les groupes, ils sont limités. Et c'est vraiment les très courageux qui s'inscrivent et qui viennent et qui se déplacent. J'en suis très, très reconnaissante pour vous, pour votre présence. J'espère que l'atelier ainsi que l'ensemble de la rencontre vous ont été d'une grande utilité pour s'initier au genre narratif, pour ceux qui s'initient justement au genre. Mais lorsque j'ai écouté vos histoires, je crois que tout le monde il a déjà expérimenté les récits, les narrations, et vous êtes vraiment on dirait des confirmés, quoi. Et on se donne rendez-vous pour une rencontre, Inch'Allah, Blogging Café, que j'espère ici même, ça dépend des circonstances toujours, à propos d'une nouvelle thématique que vous allez découvrir très vite, Inch'Allah, et à très bientôt. Merci, Tiffaine.